3 avions russes, de combat russes, qui ont donc violé l'espace aérien estonien. C'était hier. L'Estonie, ce pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Regardez, on voit tout de suite cette carte pour expliquer ce qui s'est passé donc hier. Donc Xavier, vous êtes avec nous, mais nous sommes aussi en ligne avec Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous, journaliste défense pour Air et Cosmos, pour nous expliquer tout ça. Déjà, ces 3 avions de combat russes, des MiG-31. Gaëtan, est-ce qu'on peut expliquer ces avions? Ce sont des avions de chasse. Expliquez aux téléspectateurs qui nous regardent. Le MiG-31 Foxhound, c'est un avion de combat, un avion de chasse, spécialement conçu durant l'époque soviétique, qui a été légèrement modernisé au fur et à mesure du temps, mais qui est vraiment pensé pour de l'interception air-air. C'est vraiment un avion de combat qui va protéger le ciel russe actuellement et faire du combat aérien, y compris du combat aérien à très longue distance, puisqu'il peut emporter des missiles qui vont à plus de 200, voire même 400 km de portée. Donc c'est vraiment du combat air-air. Il existe certaines possibilités de tir en air seul, avec notamment le missile Kinjal dont on a déjà parlé au niveau de l'Ukraine. Mais globalement, c'est vraiment un avion qui est pensé pour faire du air-air. Alors, ces 3 avions, donc, si on explique bien ce qui s'est passé, ils sont, Xavier, ils ont traversé donc, le ciel estonien pendant 12 minutes avant de faire demi-tour, parce qu'il y a des avions italiens, c'est ça, qui sont arrivés. Alors, ils ne les ont pas abattus, d'ailleurs, à cette question, est-ce qu'il fallait peut-être les abattre, parce que ça, c'est aussi une victoire pour Moscou. Le ministère de la Défense russe, lui, nie justement avoir violé l'espace aérien, disent oui, c'était les règles de vol internationales, on a respecté les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est vrai ou c'est faux? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont restés 12 minutes dans l'espace aérien de l'Estonie. L'Estonie qui est le pays sans doute le plus fragile par rapport à une agression russe. Vous avez vu, c'est tout au nord des pays baltes, en face de la Finlande. Or, à cet endroit-là, le golfe de Finlande est très peu large. Vous avez à peine 70 km entre Tallinn, la capitale estonienne, et Helsinki, de l'autre côté. Finlande qui vient de rejoindre l'OTAN. Donc le couloir de circulation aérien entre les deux pays est vraiment, il fait 11-12 km de large. Donc très facile pour les MiG-31 russes de faire des incursions dans le territoire estonien, dans son espace aérien, dans une provocation qui semble très très bien orchestrée, parce que très rapidement, ils regagnent soit le couloir aérien international, où là, ils ont absolument le droit d'être, soit même ils peuvent regagner l'espace aérien russe, où là, encore plus, on ne peut rien faire contre eux. La réaction de l'OTAN a quand même été rapide et efficace, puisque des avions de chasse F-35 italiens ont décollé, aussi des avions suédois, pour les encadrer, les escorter, les remettre dans le bon couloir de navigation. Ce qui est à noter tout de même, c'est qu'ils volaient sans leur transpondeur, c'est l'appareil électronique qui permet de donner l'identification de l'avion sur l'écran radar. On voyait juste un plot, on ne voyait pas l'identification de l'avion, quel était son cap et quelle était sa destination finale. Visiblement, ils allaient de la région de Carélie, au nord de Saint-Pétersbourg, jusqu'à l'exclave de Kaliningrad. Ils sont obligés de faire tout un tour en Baltique. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que les Russes ont voulu tester ce qu'on appelle aujourd'hui le lac otanien, qui est devenu la Baltique, avec le fait que la Suède et la Finlande soient entrées dans l'OTAN. Et puis, il y a aussi autre chose qui n'est pas négligée à mon avis, c'est que dans 2 jours vont débuter des exercices extrêmement importants en mer Baltique, avec notamment la présence d'un porte-avions américain, l'USS Gerald Ford. Et là, les Russes ont voulu dire, la Baltique, c'est aussi à nous. On ne va pas se laisser faire comme ça. Maintenant, de là à abattre ces appareils-là, les conditions n'étaient pas réunies pour même, a priori, il n'y a même pas eu de tir de sommation, uniquement une escorte qui les a empêchés de pénétrer trop loin sur le territoire de l'Estonie. Julien. Oui, si je ne m'abuse, Xavier, Estonie, Lettonie, Lituanie, les 3 pays baltes n'ont pas leur propre avion de combat. C'est pour cela que l'Italie, au titre, j'allais dire, de l'OTAN, comme allié, intervient. C'est ça, ce sont les pays alliés de l'OTAN qui viennent défendre cette police de l'air. Il y a des avions de l'OTAN qui sont en alerte. La France a 4 Rafales en alerte en Lituanie. Et maintenant, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quel niveau d'alerte on doit se mettre. J'en parlais hier avec Patrick Dutartre.
aviateur bien connu sur ce plateau, le général Dutartre, qui m'expliquait qu'en fait, il y avait 3 niveaux d'alerte. Vous avez le niveau, ce qui s'est vraisemblablement passé là, où les avions doivent décoller dans un délai maximum de 15 minutes, à rapprocher aux 12 minutes, sachant aussi que les avions ont été détectés par les radars, donc les pilotes ont pu se préparer. Vous avez le niveau d'alerte 2 minutes. Là, les pilotes sont dans leur appareil, toutes les centrales de navigation sont en route parce qu'il y a une certaine latence pour démarrer toute l'électronique. Les réacteurs ne sont pas en marche, mais là, il suffit d'appuyer sur un bouton. En 2 minutes, l'avion décolle. Et puis le stade ultime, c'est si on assure une permanence totale, 24 heures sur 24, de chasseurs dans le ciel des pays baltes pour protéger de toute incursion de l'OTAN. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'ultime qui coûterait très très cher puisque cette rotation va consommer énormément d'appareils et de personnel. Est-ce qu'on peut être rassuré quand même, Xavier, par rapport à ce qui s'était passé sur la Pologne et les drones? Là, on avait une espèce de sidération peut-être, ou en tout cas de surprise totale. Et la réaction... Bon, on ne va pas en parler, il n'y en avait pas vraiment. Là, on voit que ça marche quand même, la solidarité. L'OTAN, là, il y a automatiquement, effectivement, les avions Oui, mais italiens. en fait, parce qu'on est dans un schéma pour l'OTAN habituel, beaucoup plus classique, on est dans un schéma de guerre froide. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Gaëtan le disait tout à l'heure, le MiG-31, en fait, c'est l'avion emblématique de la guerre froide, puisque c'est l'intercepteur, le chasseur qui devait arrêter les bombardiers stratégiques de l'OTAN si jamais il y avait eu une attaque sur l'URSS à l'époque, puisque cet avion a été conçu dans les années 80. Mais c'est un avion qui reste assez moderne, qui est notamment plus rapide qu'un Rafale ou qu'un F-35, donc ils peuvent regagner très très vite l'espace aérien international ou russe, où là il est hors de question d'ouvrir le feu sur eux. En revanche, ils ne sont pas du tout à l'abri des missiles extrêmement modernes qui équipent les 2 avions de l'OTAN. Gaëtan Powys, pour réagir justement sur ces différentes réactions, alors de l'OTAN, de l'Europe, Emmanuel Macron qui a très vite réagi, alors qui condamne cette intrusion et qui parle de l'accumulation de provocations, de gestes irresponsables par la Russie. Une posture de sécurité sera adoptée face à ces violations répétées. Mais de quoi parle-t-il? C'est quoi ces postures de sécurité? Parce que on a quand même toujours l'impression que l'Europe ne peut rien y faire. Vous parlez de la Pologne, mais il y a eu la Roumanie aussi. On est sur la 3e fois. Oui, mais il faut aussi... Alors, ce n'est pas la première fois qu'on se pose cette question de tiens, mais les Russes viennent au-dessus de notre espace aérien ou de l'espace aérien d'un pays allié. Vous avez mentionné la Pologne, tout à fait. Mais cette question du mais on ne réagit pas, on ne fait rien. Mais concrètement, il ne faut pas oublier que, on l'a cité, les F-35 italiens étaient sur zone, les avions étaient détectés, les pays annoncent que les différents pays alliés annoncent un total soutien envers l'Estonie. Donc, effectivement, on n'a pas abattu, les avions russes n'ont pas été abattus, mais il ne faut pas oublier que les différentes informations concernant la violation de l'espace aérien, c'est littéralement l'endroit où cet espace aérien a été violé, c'était sur l'île de Venlou, à savoir l'endroit même sur votre carte où vous avez le drapeau et les schémas des avions russes. Donc, est-ce que vous allez abattre un avion de combat, 3 avions de combat russes qui survolent une petite île? Alors, comme l'a très bien dit M. Giacomoni, on n'est pas du tout sur des avions de combat russes qui survolent Tallinn, la capitale de l'Estonie. Donc, il y a eu une réaction, et c'est pour ça, c'est ça qui est excellemment bien, c'est que les avions ont été détectés, les avions ont été interceptés par des avions de combat italiens. Donc, je veux dire, tout a fonctionné comme il fallait, même si effectivement, ces avions ont violé l'espace aérien estonien. C'était une démonstration de force, mais derrière, il y a aussi une démonstration de force de la part de l'OTAN, de la part, dans ce cas-ci, du président Emmanuel Macron, qui confirme le soutien de la France envers l'Estonie. Maintenant, il faudra voir si la France, par exemple, va déployer des Rafales en soutien. Je crois que prochainement, des Mirage 2005F devraient être déployés dans la région. Donc, c'est à voir la décision. Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. D'accord, certes, mais encore une fois, j'essaie de faire un peu l'avocat du diable, mais ça ne dissuade pas Vladimir Poutine. Alors certains sont très durs. Ce matin, j'ai des articles dans les géopolitiques, voilà, des spécialistes qui disent l'OTAN finit par laisser mourir sa dissuasion à petit feu.
Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Moi, je ne le pense pas. Pour dissuader Vladimir Poutine, alors pour le coup, il y a une solution que demandent les Ukrainiens depuis le début de la guerre, c'est une no-fly zone. C'est-à-dire que vous avez tout un dispositif qui impliquerait, les militaires estiment, aux alentours de 120 appareils, qui interdirait l'espace aérien ukrainien aux missiles et aux avions, mais ils y rentrent très peu, les avions russes, dans l'espace aérien ukrainien, parce qu'ils ont vraiment peur de se faire abattre par la défense anti-aérienne. Et à ce moment-là, tout le long de cette frontière Russie, Biélorussie, Pologne, Ukraine, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Ukraine, vous auriez des avions de l'OTAN qui seraient chargés, là pour le coup, de faire la police du ciel et de ne rien laisser passer. Mais à force de provocation, c'est peut-être ce que va provoquer Vladimir Poutine. Mais ce serait la seule solution pour garantir qu'il ne se passe rien. Comme disait Gaëtan, les petites îles au nord de l'Estonie et les îles au sud de la Finlande, si on peut revoir la carte, j'ai calculé hier, entre les deux îles, vous avez à peine 20-25 nautiques, soit une quarantaine de kilomètres. Or, l'espace aérien de chaque pays s'étend sur 20 kilomètres. Donc vous voyez que le couloir de navigation, il est franchement extrêmement petit. Évidemment, les avions russes savent pertinemment qu'ils entrent dans l'espace aérien estonien. Ils le font exprès, même s'il y a des dénégations de la part du Kremlin, mais pour le moment, on ne peut pas faire plus que de les réescorter vers la trajectoire qui est normale pour eux. L'Union européenne s'est exprimée, c'est Kaja Kallas, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Elle a dit qu'il faut exercer davantage de pression. Mais là, on parle de quoi? C'est pas des pressions militaires, c'est pressions économiques, par exemple. Beaucoup disent, de toute façon, il n'y aura que ça, les sanctions économiques qui pourront pousser un moment Vladimir Poutine à s'arrêter. Mais on joue sur l'ensemble du conflit. Et non pas uniquement sur une incursion aérienne qui évidemment met en alerte l'OTAN, fait monter la pression. On sent que évidemment les actes de guerre, non pas la guerre, les actes de guerre se multiplient. Il y a eu les drones en Pologne. Alors là, on a été totalement désemparés parce qu'en fait, on ne sait pas lutter contre ces appareils-là. Et là, les pays européens, l'OTAN va devoir se poser beaucoup de questions et beaucoup apprendre des Ukrainiens qui, eux, ont des méthodes pour abattre ces drones, puisqu'ils sont sur des taux de réussite qui vont de 90 à 100%. Mais à noter qu'hier, il s'est passé deux choses. Alors, concernant l'OTAN, 2 avions russes qui ont violé l'espace de sécurité d'une plateforme pétrolière polonaise au nord de Gdansk, en Baltique, donc une nouvelle provocation. Et puis surtout, la Russie a une nouvelle fois attaqué l'Ukraine, 40 missiles, 580 drones, et puis 3 morts. Oui, voilà. Donc il continue. Voilà, mais on est, à mon sens, dans la même démarche et la réponse ne peut être à terme que la no-fly zone. Mais vous avez bien vu que depuis le début de la guerre, on a reculé avant de prendre les décisions. Finalement, les décisions se prennent. À chaque fois, c'est trop peu, trop tard. Elles finissent par se prendre. Il faudrait peut-être aller un peu plus vite maintenant et comprendre que la menace russe, elle est vraiment à nos portes. Oui. Les pays baltes, c'est l'Europe, c'est l'OTAN. Et si jamais il y avait le moindre incident grave dans les pays baltes, on serait forcément impliqué. Merci beaucoup en tout cas Xavier, merci beaucoup Gaëtan de nous avoir éclairé donc sur cette information.